J'aime bien faire la cuisine, je veux être cuisinier. Non, on aime faire la cuisine chez soi parce qu'on reçoit, mais peut-être que la cadence d'une grosse boîte, ça n'ira pas. Même de parler en général de vraiment leur situation fondamentale, qu'est-ce qui leur pose réellement problème dans la vie au quotidien? La famille. Bonjour à tous, un échange, une idée, un départ. On se retrouve aujourd'hui dans Moment, le podcast qui donne la parole à ceux qui agissent pour la jeunesse. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Spotify Moment. Aujourd'hui, on retrouve Monsieur Patrice Stream, qui a été conseiller en réinsertion professionnelle. Oui. Monsieur Patrice, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci. C'est avec plaisir que je viens ce matin, que je viens vous rejoindre. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques phrases ce qu'est être un conseiller en réinsertion professionnelle? Être conseiller en insertion, c'est plein de choses et rien à la fois. Mais dans le plein de choses, on rencontre on a de vraies rencontres. On rencontre des personnes vraiment avec des problèmes. Avec des problèmes d'insertion en fait, et des personnes qui n'arrivent pas toujours à trouver un emploi ou à s'insérer. Donc c'est un métier qui est vaste. On n'insère pas pour insérer, mais on insère surtout parce que on repère un problème avant d'insérer. Donc c'est ça le maître mot du métier d'insertion, c'est repérer un problème avant d'insérer réellement quelqu'un. D'accord. Donc c'est une étape, on va dire, obligatoire ou... Une étape obligatoire. Une étape obligatoire parce que toutes les personnes veulent un emploi, mais toutes les personnes ne peuvent pas trouver un emploi ou être insérées. Être conseiller en réinsertion professionnelle, mais avant d'avoir été conseiller en réinsertion professionnelle, tu as exercé dans d'autres domaines. Donc, tu as fait des études de droit. Corrige-moi si je me suis trompée. Des études de droit. Oui. Tu as ensuite travaillé en tant que réceptionniste de nuit. Oui. Puis en tant que commercial en hôtellerie. Commercial en hôtellerie. Oui, ensuite libraire pendant 12 ans. Voilà, oui. En librairie pendant 12 ans. Et puis après, j'ai accédé à un magasin de bricolage. Donc, j'ai été responsable de secteur dans un magasin de bricolage. Voilà. Et avec des horaires assez compliqués. Avec des horaires assez compliqués, voilà, exactement. Et suite à cela, il y a eu la préparation de reconversion. Il y a eu cette reconversion, effectivement, pour être... conseiller en insertion professionnelle. Et à quel moment tu t'es dit que être dans le magasin de bricolage, justement, avec ces horaires compliqués, c'était plus pour toi? En fait, c'est déjà on prend de l'âge, et puis il y a l'arrivée des enfants qui ne permettent plus d'avoir une liberté dans les horaires, parce que il y a les gardiennes, certes, mais il faut pouvoir retrouver un juste milieu et peut-être que commencer à 6h du matin, finir à 20h ou 21h, ce n'est pas possible. Quand même. Oui. Donc, il faut pouvoir à un moment prendre des décisions et se dire que la famille, c'est la priorité. Donc, faire le choix de changer d'orientation professionnelle. D'accord. Et par la suite, tu as aussi été aidant familial pendant un temps. Ah oui, voilà. J'ai été aidant familial. J'ai été aidant familial malgré moi. Voilà. Donc, c'est justement cette période où j'ai pensé à cette reconversion, où j'ai eu la maladie de mon grand-père de plus de 90 ans. Et il a fallu... être là pour l'aider. L'aider réellement jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et du coup, tu as vraiment consacré ce temps-là pour lui à ce moment-là. Alors, voilà, j'ai consacré ce temps à mon grand-père parce que je le souhaitais, je le voulais. Pour moi, c'était hors de question que je le mette dans un EHPAD ou autre. Donc, j'ai pris le temps de m'occuper de mon grand-père et de mon fils en même temps. J'ai fait d'une pierre deux coups. Et pendant cette période où mon fils était à l'école, je recherchais mon orientation professionnelle. Donc c'est à ce moment-là que je me suis préparé, où j'ai eu cette formation de conseiller en insertion professionnelle. Alors comment tu as entendu justement parler de cette formation ? Sur les ondes, je crois que c'était sur les ondes ou sur la radio. Comment on l'appelle ? C'était Pôle emploi dans le temps. Ah, d'accord. Effectivement, il passait un formulaire. Ils en ont aussi parlé sur une radio bien connue de la Martinique. Et ça n'a pas fait écho tout de suite. Okay. Non, parce que sortant du commerce, je n'avais pas l'idée d'être conseiller en insertion professionnelle. Mais
les choses s'imbriquant, je me suis dit, bon, je ne trouve pas ma voie. J'ai été dans un métier où, effectivement, j'ai beaucoup aidé les personnes sur qui que gérais, en fait, dans mon Ton quotidien? Dans mon quotidien, au travail. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas te lancer. Voilà. Pourquoi pas me lancer. Voilà. Et puis j'imagine que tu étais déjà aussi habitué à changer beaucoup de domaines. Parce que... Je n'avais plus peur, puisque quand on regarde bien, j'ai un parcours assez atypique. Donc, je n'ai jamais fait 2 fois le même métier. Et donc, la preuve est qu'actuellement, je fais autre chose. Donc, je me dis que tant que je peux, j'y vais. Donc, je dirais à tout le monde, si vous avez tant que vous le pouvez et que vous avez des souhaits, des envies, il ne faut pas hésiter à changer de métier, à prendre soin de soi surtout, et puis se faire plaisir dans la vie. Voilà. Bah oui. Et mais du coup, comment cette formation-là s'est passée? En quoi consiste cette formation finalement? Alors, cette formation consiste à faire de Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde. Il faut quand même avoir certaines bases en management légères et autres. Donc, à permettre à Monsieur Tout le Monde d'être opérationnel afin d'aider des personnes à la recherche d'emploi. Parce qu'il y a différents profils. Donc, repérer ces profils afin de pouvoir aider au mieux ces personnes. D'accord. Donc, c'est surtout sur ça que portait la formation. C'est surtout sur ça que portait la formation, sur tout ce qui est aide administrative et puis aide à la recherche d'emploi et voilà. Tu as fait d'autres formations à côté aussi pour pouvoir t'aider durant cette formation, oui, j'ai fait d'autres formations, notamment la formation de secouriste en santé mentale, que j'avais trouvé intéressante de faire pour pouvoir m'améliorer dans mon poste. Parce que voilà. Tu trouvais que c'était un support obligatoire ou bien peut-être nécessaire un support nécessaire et même des fois, je pense, même obligatoire, je pense. Je pense que tous les conseillers en insertion devraient faire une formation en tant que secouriste en santé mentale. Parce qu'on reçoit des personnes, comme je disais au début, on a l'impression qu'il faut toujours à tout prix insérer, alors qu'avant d'insérer, il y a des fois un gros boulot à faire avec la personne. On peut la suivre pendant 1 an, 2 ans, sans pour autant pouvoir l'insérer tout de suite. Il faut déjà régler ses problèmes de tous les jours, donc lui trouver un logement, lui trouver de quoi manger, lui faire avoir une carte de bus, lui permettre d'avoir un cours d'estime de soi. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. On ne peut pas envoyer les personnes comme ça en emploi, parce que ça ne matche pas à un moment et ça nous revient à la tête en tant que conseiller. Parce qu'on dirait effectivement, c'est le conseiller tel que j'ai vu et qui m'a envoyé dans cet emploi. Donc, on est mal vu par les entreprises, mal vu aussi par les demandeurs d'emploi. Donc, il faut aussi se préserver de tout cela et bien faire les choses. Voilà. Okay. Donc, la formation en santé mentale est une formation pour moi, selon moi, très importante pour être conseiller en insertion professionnelle. J'ai fait cette formation et puis plein d'autres petites formations pour aider... des formations qui selon moi aussi permettent d'aider au mieux les personnes. Trouver une formation comme ça, je n'en ai pas en tête, mais quelquefois des petites formations en ligne qu'on peut pour améliorer son management, sa communication, sa manière de parler, comment accueillir une personne. Il y a plein de petites formations comme ça sur le net que l'on peut faire. Donc il est vrai que j'en ai fait des fois, je me réveillais à 2h du matin pour suivre des formations qui avaient lieu en métropole, pour pouvoir... améliorer cette humain, communication, ce côté humain. Parce que des fois, on a quelques phrases, des choses, on dit des mots à certaines personnes et qui se répercutent en elles plutôt. Ça peut être mal pris par les personnes. Donc, chercher une formation pour la reformulation peut-être de phrases pour que la personne puisse mieux accueillir ce qu'on a à lui dire. Voilà. Donc tout ça fait partie du quotidien du conseiller en insertion. Donc tu dirais que c'est aussi une clé pour pouvoir durer dans le métier aussi. C'est une clé pour pouvoir durer dans le métier. Oui, c'est une vraie clé pour pouvoir durer dans le métier.
Et justement, mais du coup, donc, en dehors de ça, y a-t-il d'autres clés encore à apporter pour pouvoir réussir à durer dans le métier de conseiller en réinsertion en dehors de... Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Si on va faire une formation de conseiller en insertion ou qu'on est conseiller en insertion professionnelle, rien que pour être conseiller, ça ne sert à rien. Il y a le côté humain qui prend le dessus. Il y a beaucoup l'humain qui prend le dessus. Parce qu'il faut pouvoir accueillir la personne telle qu'elle est. Et ne pas lui demander, lui dire de venir comme une grande chaîne disait, venez comme vous êtes. Et en fait, c'est inciter les personnes à venir comme elles sont pour qu'elles puissent déballer, parler de leurs problèmes, parler de leurs besoins afin qu'on puisse réagir à cela. Je vois. Et du coup, ce sont des qualités nécessaires. Est-ce que tu dirais que pour continuer dans le processus de la durabilité dans le métier, il faut se défaire de nos propres pensées personnelles pour pouvoir accueillir les gens. Oui, se défaire de tout cela et puis sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort parce qu'on se rend compte en tant que conseiller en insertion qu'au fur et à mesure qu'on est capable de plein de choses, mais qu'il faut pouvoir oser être audacieux quelquefois pour pouvoir le faire. Mais il faut, je dirais plus sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Ouais. Et bien du coup, c'est ce que tu as fait, puisque tu as créé tout ce service au sein de la mairie de Sainte-Anne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, puisque ça n'existait pas, comment tu as réussi à établir justement ce service dans cette mairie? Alors, donc j'ai été contacté, donc j'ai intégré la collectivité et pour pouvoir faire de l'insertion. Mais sauf que l'insertion réellement, il n'y avait pas de service qui fonctionnait. Donc, il a fallu que j'observe autour de moi et que avant de mettre en place ce service, repérer les besoins. Donc j'étais sur une population, à la base c'était une population de 18-25 ans qui demandait plutôt. Et je me suis vite rendu compte que les personnes les plus âgées de plus de 30, 40, 50 ans disaient oui, mais et nous? Ouais. Donc, je me suis intéressé, donc justement sortir de cette zone pour pouvoir aller m'intéresser à ces personnes, à ces administrés de plus de 25 ans qui étaient effectivement à la recherche d'emploi et qui ne connaissaient pas les différents... des différents services peut-être qui pourraient les aider. Les différents services et les différents organismes qui pourraient effectivement les aider. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as eu peur quand tu as dû créer ce service ou tes expériences passées t'ont beaucoup permis d'appréhender la chose? Alors, je travaillais dans une collectivité, dans une commune que je connaissais déjà. Donc, ce qui m'a aidé, c'est que je connaissais déjà plus ou moins la population. Donc, je n'ai pas eu trop de soucis pour ça, parce que c'est des personnes qui sont venues à moi, sachant que j'étais là. Donc, c'est des personnes qui venaient à moi directement. Donc, j'ai pas eu de difficulté à les recevoir, à les ramener vers moi. Et donc, voilà, ça a été plutôt simple. Mais du coup, alors, tu connaissais déjà, donc au final, ça a été plus du bouche à oreille, si je comprends bien. Est-ce que tu as eu des challenges pour pouvoir aller parler encore, pour pouvoir faire connaître encore Oui, j'ai eu alors, il y a eu le bouche à oreille, mais il y a eu aussi comme on appelait le régie. Donc j'ai fait des connaissances avec plusieurs autres conseillers en insertion et autres dispositifs. Le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est dispositif, voilà. Ah, oui. Donc des personnes positionnées sur d'autres dispositifs. Et donc on finit par de bouche à oreille effectivement au niveau des services et en tant que conseiller, on finit par se connaître, à savoir avec le bouche à oreille. Bon, il y a monsieur un tel qui est dans telle collectivité, il y a madame un tel qui est sur tel dispositif. Donc, on finit par en connaître d'autres et à se faire connaître comme cela aussi, à s'expatrier, je dirais. Voilà. La notion de dispositif, c'est quoi exactement? Alors, les dispositifs,
Il y a des dispositifs pour les 18-25 ans. Donc, il y a je ne sais pas si je dois dire que les 1000 SEM et 1000 Sud, je ne sais pas si je dois dire leur nom, désolé, qui mettent en place des dispositifs pour accompagner des jeunes de 18 à 25 ans. Et il y a aussi l'espace Sud et la CASEM, la Mille Nord, qui mettent en place des dispositifs pour les personnes de plus de 25 ans jusqu'à la retraite. Donc, c'est le pli. Et donc, il faut positionner les personnes sur ces dispositifs pour qu'elles puissent être enregistrées comme étant demandeurs d'emploi de plus de 25 ans ou de moins de 25 ans. Et ces personnes, ça leur ouvre des droits, comme la possibilité d'avoir des cartes de bus pour pouvoir trouver un emploi. En fait, plein d'avantages que monsieur tout le monde n'a pas, que ces personnes ont pour pouvoir se remettre sur le marché de l'emploi, pour faciliter leur intégration dans le marché de l'emploi. D'accord, je vois. Mais est-ce qu'il y a des idées reçues justement dans ces domaines-là, dans votre secteur ? Des idées reçues, c'est-à-dire ? Peut-être des idées préconçues, peut-être que finalement les jeunes peut-être ne se sentent pas, déjà peut-être ne connaissent pas, ou vous identifiez peut-être juste comme les missions locales ou... Voilà, quand on parle à un jeune de recherche d'emploi, le jeune pense tout de suite mission locale. Mais il y a un travail aussi qui est fait avec ces jeunes, c'est de pouvoir leur dire, les remettre en confiance, parce que très souvent on a des jeunes qui ne sont pas en confiance, donc ils se basent sur une mission locale peut-être parce qu'ils ne connaissent que ça, et donc c'est permettre de faire connaître ces différents dispositifs aux jeunes en question pour les remettre sur le marché de l'emploi ou les réinsérer tout simplement. Au final, tu es confronté à des jeunes au quotidien. Est-ce que ces jeunes-là, tu as parlé un petit peu qu'effectivement, ils sont dans des contextes particuliers, il faut régler leur situation personnelle. As-tu des exemples bien précis ou même de parler en général de vraiment leur situation fondamentale ? Qu'est-ce qui leur pose réellement problème dans la vie au quotidien ? La famille. La famille ? Oui, la famille. Avec le recul, je me rends bien compte que la famille pose problème parce que ils sont peut-être pas compris à leur juste valeur. Ils ont peut-être... le jeune se construit, donc il a besoin de s'exprimer à un moment. Peut-être qu'il s'exprime mal, mais dans le cadre familial ou scolaire, il est incompris. Donc très souvent, il décroche et il se met à faire des bêtises. Et une fois qu'il a décroché, effectivement, il a besoin de l'écoute, du conseiller pour pouvoir faire... reprendre confiance en lui et remonter. Est-ce que dans la société martiniquaise en elle-même, il y a aussi des choses qui posent problème ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui auraient dû être mis en place au préalable pour prévenir ce genre de problème ou ce genre de situation ou c'est là où là peut-être qu'il aurait fallu des secouristes en santé mentale dans les écoles pour pouvoir repérer ces jeunes. Pouvoir dès le départ les récupérer et puis faire en sorte qu'ils aient confiance en eux. Avoir des cours de confiance en soi, c'est très important parce que souvent on a des jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles parce il y a de l'embonpoint. On leur a toujours dit que elles sont pas jolies ou plein de choses dénigrantes. Même pour un jeune homme, c'est t'as des boutons, t'es pas ceci, t'es moche, t'es ceci, et tout ça en fait ça enfonce le jeune. Il perd confiance en lui. Au final, à l'école, ça ne va plus parce que ça lui trotte dans la tête tout le temps. Il se concentre plus. Et puis, c'est vite fait. Le monde de la rue l'attire parce que peut-être qu'il a un grand frère qui y est. Peut-être qu'il connaît un cousin qui y est. Il suffit qu'il y ait 2 semaines de vacances, que maman, papa travaillent sans cesse. Le jeune, il se retrouve sous un kiosque parce qu'il est écouté. Il va discuter avec des jeunes de son âge et puis il va fuir les problèmes. Ah oui. Donc du coup, si cet accompagnement existait là, ça aurait été peut-être une solution pour oui, voilà. les aider. Dans le milieu scolaire, je ne sais pas s'il existe. Je parle de ça. Peut-être qu'il existe ce dispositif. Moi, je ne sais pas. Je sais que il y a des psychologues scolaires, mais en tant que père de famille, je me rends bien compte que pour voir un psychologue scolaire, c'est peut-être la croix et la bannière. Pour voir un psychologue tout court, ou un pédopsychiatre ou autre, c'est la croix et la bannière. Et donc, les gens ont vite abandonné. Parce que des rendez-vous, des fois, c'est 6 mois, 8 mois.
une année scolaire est passée, le problème, il est toujours là. Donc, l'enfant a perdu une année et s'est enfoncé dans ses manquements. Des fois, ça va amplifier le problème. Ça amplifie le problème. Et as-tu eu souvent le sentiment de devoir bricoler ? Par exemple, que les services n'étaient pas à disposition au niveau financier ou devoir pour mettre en place. Oui. Mais je crois que le conseiller en insertion socio-professionnelle, il bricole tous les jours. C'est un bricoleur. C'est des bricoleurs. Comme dit chez nous, c'est un Michel Moore. C'est un Michel Moore de l'insertion. Il faut bricoler tous les jours. Parce que des fois, le dispositif n'est pas au point, mais le jeune, il veut rentrer dans un dispositif qui n'est pas au point et il s'impatiente parce qu'une fois qu'il est inscrit, il s'attend à être appelé dans la semaine et puis que tout de suite ça fonctionne. Mais va expliquer à un jeune que bon, tu t'inscris dans tel dispositif, mais qu'il faut patienter peut-être que 2-3 mois, que ça ne démarre pas tout de suite. Le fait de postuler, même via le dispositif, ça ne veut pas dire qu'on sera appelé tout de suite pour l'emploi ou même pour l'immersion. Donc c'est vrai que des fois, il faut qu'on essaie de trouver des stratagèmes pour faire patienter le jeune à chaque fois. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça peut démoraliser. Ça démoralise. Et du coup, comment tu procédais pour essayer de justement les faire patienter ? Déjà, faire en sorte qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Donc même si je n'ai pas de solution, mais quand je reçois un jeune, je lui donne toujours un rendez-vous après. Je lui donne toujours rendez-vous la semaine d'après. Et je lui donne une mission. Et s'y tenaient ? Ils s'y tenaient. Ah oui. Je leur donne une mission pour quelque chose. La mission, c'est bon, je t'imprime 10 CV. Et puis, voilà un feuillet, voilà. Alors, tu fais remplir le document. Ben, ça a toujours existé, hein. Mais tu fais remplir. Il faut que tu ailles cette semaine déposer tes 10 CV dans 10 entreprises dans lesquelles tu aimerais travailler. Oui, mais monsieur, mais bon, on va jamais m'embaucher. J'ai dit, tu n'en sais rien. Si tu as envie de travailler dans cette entreprise, tu choisis bien des entreprises dans lesquelles tu as envie de travailler. Ou c'est celle-là et pas une autre. Voilà. Donc, tu as tant de CV. Tu as tant de jours et tu vas dans les entreprises déposer des CV. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 8h, on fixe le rendez-vous et tu me ramènes la feuille. Et le jeune, il sait qu'en une semaine, il a 10 CV à poser et il faut qu'il s'habille tous les matins, qu'il se lève le matin et qu'il aille déposer ses CV avec le tampon de l'entreprise. Il a confiance en lui. Donc, je dis, bon, maintenant, il faudra qu'on attende quand même 2 semaines pour attendre les retours et autres. Mais pendant ce temps, je connais les entreprises dans lesquelles le jeune a postulé, donc je peux appeler, savoir où ça en est, savoir ce qu'il en est et tout, pour déjà avoir la réaction de la RH ou du responsable. Et pouvoir dire aussi, est-ce qu'il serait possible d'avoir une immersion parce qu'il rêve de faire ce métier et obtenir un rendez-vous à ce jeune et dire à ce jeune, maintenant tu vas demander ton rendez-vous. Voilà, tu t'habilles et tu prends ton rendez-vous et tu vas te présenter, dire ce que tu sais faire. Tu ne mens pas. Tu dis, si tu es novice, tu dis que tu es novice, mais que tu as l'envie d'apprendre. Et le jeune, la semaine d'après ou 2 semaines après, sa mission, c'est de peut-être appeler les entreprises pour obtenir des rendez-vous d'entretien et se vendre. Donc ça commence comme ça. Et puis après, les immersions, ça va très vite, puisque c'est des immersions qui n'engagent pas les entreprises. Et il arrive aux jeunes d'arriver dans une immersion de 2 semaines, d'être prolongé 1 mois, et puis on dit, on te fait un petit contrat de 3 mois, de 6 mois, et j'en ai qui sont restés en emploi. Alors, pour la petite anecdote, j'en ai un à qui j'ai fait ça, et j'ai appelé une entreprise d'espace vert, je me souviens, je vois qu'il y a une offre d'emploi, on cherche une personne qui est expérimenté. Ce jeune n'a pas du tout d'expérience. Il fait des jobs de débroussaillage et autres chez des particuliers depuis qu'il a 13 ans. Là, il a 23 ans, mais il n'a rien sur son CV. Et je lui dis, écoute, il me dit, je cherche un travail, qu'est-ce que tu sais faire ? Je voudrais faire ça, j'ai pas de formation. Mais toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Je sais faire de l'espace vert. Et mais toujours, c'est le jeune qui a déjà été avec les camarades sous les kiosques ou autres qui n'a pas bonne presse. Et je lui dis, on sera audacieux. Et j'appelle ce chef d'entreprise. Et je lui dis, je me présente. Et je lui dis, j'ai un jeune, il a besoin de vous. Il est dans la rue.
en plus, ce jeune, il avait des problèmes avec sa mère qui lui demandait de partir, de laisser le domicile. Je lui ai dit, il y a des soucis. Il faut l'aider, monsieur. Si vous voulez, on se voit, on se parle, mais il faut que vous m'aidiez. Il me dit, non. Ce monsieur avait besoin de personnes. Je lui ai dit, ce jeune, depuis l'âge de 13 ans, il fait de l'espace vert. Il fait de l'élagage, il fait tous les jobs. Il faut juste lui montrer. Et il finit par me dire, bon, ben, vous m'appelez, donc vous avez eu le culot de m'appeler, vous avez insisté, je reçois ce jeune. Mais il faut que demain, que ce jeune, il soit près du marché de Rivière-Pilote. D'accord, monsieur. Je rappelle ce jeune. Écoute, je t'ai obtenu un rendez-vous. Tu vas à ce rendez-vous. As-tu des bottes? Oui, j'ai des bottes. As-tu un bleu de travail? J'ai un bleu de travail. Tu vas à ton rendez-vous avec ton bleu de travail dans ton sac. J'ai dit, ce que tu dis au monsieur, tu dis, monsieur, si vous n'avez pas confiance en moi, partez avec moi gratuitement une journée. Je vous montre ce que je sais faire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, ce jeune, il part avec son sac et il arrive. Et le patron qui m'appelle, il me dit, vous avez du culot quand même. Hein. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, vous l'avez envoyé avec son bleu de travail. Je n'ai pas pu dire au jeune non. J'ai pas pu dire au jeune non et tout. Mais il me dit, fout Bougla qu'à travail. Bougla travaille depuis bon matin. Ça, c'est Bougla en pas, ça fait. Wow. Après une semaine, il me rappelle. Il me dit, écoutez, monsieur Trim, je vais arrêter l'immersion. Comment ça, vous arrêtez l'immersion? Pourquoi? Je lui donne un CDI. Et ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire, de voir ce jeune qui m'a rappelé ensuite. Il me dit, je veux vous voir, qu'est-ce que je vous achète, qu'est-ce que je vous ramène? Je dis, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que tu sois épanoui, que tu sois content, que tu règles tes problèmes avec ta maman. Tu sais que tu as un travail maintenant, donc rentre chez toi tôt, sois en forme, parce qu'il faut que tu sois sur les chantiers, parce qu'ils partent de n'importe où du sud, et ils vont des fois à Saint-Pierre, ils vont partout partout sur l'île. Et des fois, j'ai des petits messages de ce jeune qui me dit merci beaucoup, ou bien il a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Et il s'est stabilisé, les relations vont mieux avec sa maman. Il a pris son appartement et puis il aura un enfant, ou il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Et voilà. Donc il me donne de temps en temps des petits. Donc tu as comme des suivis avec certains jeunes de ce qu'ils sont devenus finalement. Même quand ils sont en poste déjà. Des fois, une fois l'année, 2 fois l'année, j'ai quand même des petits messages pour une bonne année, merci, une bonne année à vous, je travaille tel endroit. Et donc, quelquefois, ils viennent pour des conseils, parce qu'ils ont envie de se réinsérer, ou ils ont envie de faire autre chose, ou de monter en compétences, donc ils m'appellent pour ça. Donc au final, tu les as aidés à prendre confiance en eux, et tu as vu vraiment un processus entre avant, au début, quand ils sont arrivés, et l'après. L'avant et l'après, oui. Quand ils arrivent, ils sont généralement comment? Quand quand ils arrivent, ils sont voûtés. Voûtés. Ils sont, voilà, les épaules à l'intérieur, la tête un petit peu, voilà. Ils ne savent pas où ils sont. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils s'ouvrent, que les épaules se redressent et que la tête se redresse et qu'ils partent avec confiance. Tu as pu mettre aussi en place des projets, comme peut-être, tu m'avais parlé d'une maison de Noël. Ah oui, on a fait une année sur la ville de Sainte-Anne, la maison du Père Noël. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. On sortait d'une grosse période de dingue, comment on appelle ça? Il fallait aller chez les particuliers et parler de la dengue. Donc on avait repéré quelques jeunes, c'est des jeunes qui ont travaillé avec moi sur le dispositif dengue et qui se sont retrouvés au début, qui n'étaient pas très intéressés, mais qui à la fin étaient volontaires. Donc on a eu ce projet Maison du Père Noël et qui s'est très bien passé parce qu'il a fallu partir d'une maison complètement abandonnée. Au sol, c'était du compost, parce que toutes les feuilles d'arbres à pain qui étaient rentrées dans cette maison avaient fait du compost sur le carrelage. Oui. Les murs étaient complètement... Gros travail. Et fin novembre, mi-novembre, fin décembre, il y a le projet Maison du Père Noël. Et je leur dis, on a 1 mois. L'objectif, il faut qu'on se fixe un objectif pour cette maison. Donc, on a fait un rétro-planning de tout ce qu'on avait à faire. Et le premier jour où j'ai ramené ces jeunes dans la maison, ils m'ont regardé, ils se sont dit « Watcha ». Comme ils aiment dire, rien qui me fait « Watcha ». Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me fait « Mais monsieur... Mais non !»
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas possible. La maison n'est pas peinte, rien ne va. Mais c'est tout le but du challenge. Oui, c'est ça le but du challenge. Et quand j'aurais dit, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et en fait, j'ai eu un maire qui a été à l'écoute. Et j'ai fait des devis, je lui ai parlé ce qui va se passer, je lui ai fait des devis. Jamais il n'a douté. Je lui ai dit, les jeunes veulent faire ça, il y a ça. Lui était aussi à fond dans ce projet. Il n'a jamais douté. J'ai fait les devis, je lui ai donné peinture, mise à disposition de karcher, pinceau, tout. Décoration de Noël. D'abord, on a commencé par acheter le gros pour le nettoyage. Il n'a pas hésité. On a tout nettoyé. Au bout d'une semaine, il fallait voir la maison avant et la maison après. Et à ce moment-là, les jeunes ont commencé à se projeter. Donc, chacun était responsable d'un pôle. Un était responsable de la chambre du Père Noël, l'autre de la projection du film. Il y a une personne pour la visite. Il y avait l'autre qui était dans le jardin avec les animaux. Et il y avait un qui s'occupait de la logistique. Et chacun a été responsable de son pôle. Donc, ça a été très vite après. Et ils n'ont pas eu de problème pour se mettre au travail réellement? Ils étaient investis. Ils ont été investis. Bon, après, bien sûr, il y a des jours où le moral redescend et tout. Mais comme chacun est responsable, c'est un grand mot, responsable. En gros, responsabilité, responsable de quelque chose. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà. Et chacun a été investi dans son travail jusqu'à repeindre l'extérieur de la maison en rouge et blanc. Repeindre les volets, repeindre les murs, repeindre l'intérieur, passer le karcher, passer des produits au sol. Il y a eu l'aide des techniciennes de surface de la mairie qui disaient il faut faire ça avant, pour faire ça. On va voir, on vient te voir. On a senti l'engouement des employés de la commune, des employés communaux à ce projet, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes ne baissaient pas les bras. Et donc là, on a commencé à voir les employés communaux. Donc au final, c'est aussi réussir à faire en sorte que même les personnes extérieures puissent réussir ça peut encourager les jeunes à continuer dans leur projet finalement. Exactement. Donc c'est aussi peut-être un travail social à faire aussi à ce niveau-là. Un gros travail social. Mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et le jour où on avait déjà fixé aussi des horaires d'ouverture, on avait déjà pris des rendez-vous avec des écoles pour la visite. Ah oui. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait pas le choix que d'avancer. Et 2 jours avant la visite, ils se sont dit c'est pas possible, il y a encore du boulot. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des chauves-souris dans le plafond. Il a plu, qu'il y a eu de l'eau sur les murs. Il y a eu le découragement. Donc il a fallu mettre une bâche avec service technique, renettoyer là où c'était abîmé parce qu'il a beaucoup plu. Il y avait beaucoup plu cette nuit-là. C'était inondé. Il a fallu tout refaire, les murs repeindre et tout. Et on a été à l'heure pour la chambre du Père Noël. Malheureusement, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos. Mais sur les réseaux, je crois qu'il y en avait. La chambre du Père Noël, la salle de projection avec un film, et c'est extraordinaire. Voilà. J'imagine. Mais c'est vrai qu'on a peut-être des idées reçues aussi concernant les jeunes. As-tu des jeunes qui étaient très compliqués? Et même on pense à les jeunes aussi qui sortent de prison, par exemple. Oui, il y a des jeunes qui sont compliqués. Quand ils sont compliqués, il ne faut pas aller à l'affront avec eux. On ne va pas à l'affront. C'est surtout cela. Même sortant de prison, des fois, c'est compliqué parce que le jeune il sort de prison, on ne sait pas ce qu'il a vécu en prison. Il a eu des situations compliquées. Peut-être que lorsqu'on crie, lorsque ça parle fort, peut-être que ça lui rappelle quelque chose en prison. Donc, en fait, c'est pour voir que chacun puisse trouver sa place et qu'on puisse respecter chacun sur le même pied. Qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, qu'on se respecte. Si on sait que le bruit, ça lui fait du tort, on va essayer de ne pas parler trop fort, on va essayer de discuter. Et comment tu arrives à déceler que justement ça peut lui poser problème? Il te le dit ou des fois par son comportement. Son comportement, des fois, à force, il peut le dire. À force, quand il a confiance, il peut le dire. Il peut parler de ses problèmes. Il va pas tout dire, il va pas s'asseoir pour tout dire d'un coup. Mais en fait, il faut avoir l'oreille attentive tous les jours, parce que tous les jours, dans une phrase qu'il dira, elle sera pleine de sens. Dans une phrase, il peut dire
les ni dit bruit, ça a fait me songer tel bagaille. Ah. Donc, il le dit dans une phrase, dans une conversation, mais en fait, il faut bien pouvoir prendre cette partie. Se dire, ben, effectivement, quand il y a le bruit, peut-être ça lui rappelle quelque chose. Ça lui rappelle quoi? Donc, il faut lui chercher à poser la question, ça te rappelle quoi quand tu entends du bruit? Donc, il peut le dire ou ne pas le dire. Mais tu vas pas chercher à rentrer... Dans son intimité. Non, c'est son intimité. Je n'ai pas le droit de rentrer dedans. C'est là que tu t'es fixé des limites. Il faut que, sa liberté... il faut respecter sa liberté. Et quand tu arrives chez toi, parce que si par exemple le jeune t'appelle, tu prenais aussi ses appels ou tu attendais? C'est déjà arrivé, mais très souvent il faut pouvoir mettre des limites. Une fois que de toute façon ce jeune aura mon numéro professionnel. Donc, ils parlent mon numéro professionnel. Rares sont ceux qui ont mon numéro personnel, parce que bon, dans des situations, voilà. Mais ils ont un numéro professionnel, ils appellent son numéro professionnel. Si je suis disponible sur le moment, je vois qu'il a insisté, oui, je peux répondre ou voilà, par un message et tout. Mais des fois, très souvent, il faut mettre des limites. Voilà les horaires. Et en dehors de ça, est-ce que tu as des difficultés particulières dans ton domaine? Que dans ce domaine, ce travail de manière générale? Oui. Des difficultés? Oui, des difficultés, des choses. Peut-être effectivement le rapport émotionnel. Peut-être tu peux t'attacher aux jeunes. On s'attache toujours à eux. Au début, même si on se dit qu'on ne veut pas parce que c'est comme ça, et puis la déontologie dit que voilà, mais on s'attache toujours à eux parce que ça peut être. On se dit, ça peut rappeler un cousin, ça peut rappeler un frère, ça peut rappeler un oncle. Il y a toujours... surtout quand on travaille dans sa commune. On peut connaître les antécédents. Ah oui, donc, effectivement. Voilà. Du coup, ça a été ton cas? Ça a été beaucoup mon cas. Est-ce que tu penses que c'est un travail que tu recommanderais aux gens? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure qu'il fallait pouvoir avoir aimé son travail. Oui. Est-ce que même sans l'aimer, on peut quand même exercer? Est-ce que tu le recommanderais aux gens? Sans l'aimer, on peut pas le faire. Parce que ça va très vite être... Parce que des fois, on rencontre un jeune et ça peut durer... L'entretien peut durer 1 heure. Des fois, on se dit, bon, c'est 30 minutes par personne. Mais c'est très souvent comme chez le médecin. C'est quand la personne est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et qu'il faut prendre son téléphone et pouvoir appeler... quelqu'un de notre dispositif, recevoir. En fait, faut pas que le jeune parte sans réponse. Si on n'a vraiment pas de réponse, écoute, on se donne rendez-vous. Voilà, voilà l'information que j'ai. Toi, de ton côté, tu fais telle chose. On se voit la semaine prochaine, mais toujours lui dire, être franc avec lui, je n'ai pas la réponse à ta question. Je vais chercher la solution pour toi. Toi, de ton côté, tu cherches aussi à tel endroit. On se voit la semaine prochaine. On met ensemble nos données. On va rechercher sur le net. On va faire machin. Toujours donner quelque chose à faire aux jeunes. La franchise est toujours une clé pour pouvoir aider le jeune à se dévoiler aussi. Lui dire, tu vas à la cyberbase. Tu vas voir un tel à la cyberbase. Va faire ton recherche là. J'appelle la cyberbase. Je dis à ma collègue, voilà, il y a un jeune qui va venir. Aide-le. Est-ce que tu peux... Voilà, ça fonctionne toujours. Et est-ce que tu penses qu'il y a un besoin urgent dans ton domaine? Est-ce que ton domaine existe toujours? Mon domaine existe toujours. Tout le monde recherche toujours des emplois. Il y a toujours des conseillers. On en retrouve à Pôle emploi. Non, c'est plus Pôle emploi. France Travail. On en retrouve partout. Mais maintenant, le travail lui-même, je me rends bien compte depuis la dernière fois, j'observe. Le travail, en fait, il est remanié. Le conseiller en insertion n'est pas que conseiller en insertion maintenant. D'accord. Je me rends bien compte. Même quand il y a des offres d'emploi conseiller en insertion, il y a des spécificités où on demande toujours un peu plus. Maintenant, c'est beaucoup plus sur l'humain. Ah. Beaucoup plus sur l'humain. Tant mieux. Tu trouvais que c'était différent auparavant? C'était différent auparavant. Certains font beaucoup sur l'humain. Mais d'autres, je dirais, sans avoir les foudres de quiconque, c'est ça peut être beaucoup commercial aussi. Ah. Et quand ça devient commercial, ou quand c'est commercial, c'est pas très bon. Et quand tu dis parce qu'il faut faire du chiffre. Il faut faire du chiffre. Commercial, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Bon,
dans des structures d'insertion comme celle-là, il faut faire entrer de l'argent, mais il ne faut pas faire entrer de l'argent à n'importe quel prix sur le malheur des gens. Parce que très souvent, il arrive aux jeunes de me dire, j'étais dans tel endroit, dans telle structure, on m'a fait miroiter des choses et tout, et puis voilà. Mais en fait, c'est juste pour qu'ils signent un papier pour dire que avec sa carte d'identité, on a reçu ce jeune, on a fait telle chose et être payé, quoi. Donc, c'est pas très, très bien. D'accord. Donc, en fait, au final, c'est toujours basé sur... Maintenant, c'est plus basé sur l'humain et c'est beaucoup plus agréable pour le jeune. Les nouveaux conseillers... je ne dirais pas les nouveaux. Il y a des anciens conseillers aussi qui sont humains. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut aimer son métier. Je crois qu'on est humain réellement quand on aime ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec passion, on le fait avec amour, et puis les choses se passent convenablement. On trouve toujours les solutions. Tu avais la sensation que ton métier était reconnu ? Le métier reconnu, oui et non. Il est reconnu par les personnes qui ont besoin. Reconnu par les gens qui ont besoin. Et d'un autre côté, c'est plus... de l'autre côté, c'est un emploi comme un autre. C'est un dispositif comme un autre. Donc, voilà. Mais du coup, maintenant, tu as changé de domaine, tu es dans l'urbanisme. Oui. Est-ce que c'est un choix que tu assumes pleinement ou comment ? Oui, c'est un choix que j'assume pleinement. En plus, c'est bien d'être en collectivité, mais en fait, on est employé de la collectivité. Quand on est en collectivité, on travaille pour la collectivité, donc ça veut dire que s'il y a un besoin dans une autre, en fonction du profil, s'il y a un besoin dans un autre service, la proposition est faite pour pouvoir rejoindre notre service. Donc, on reste à la disposition de la collectivité. Donc, Tu as saisi l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité. Je dis entre guillemets que je me suis réinséré en faisant ça. C'est quand on me dit mais pourquoi tu as changé de poste et tout, j'ai dit mais je me suis réinséré tout simplement. Oh, effectivement, c'est une très belle réponse. Je me suis réinséré et puis que maintenant qu'il y a des dispositifs pris en charge par l'Espace Sud et les autres, c'est eux qui gèrent ces dispositifs. En mairie, peut-être qu'il n'est pas intéressant d'avoir une personne à temps plein sur l'insertion. En même temps, on peut pas être à temps plein, mais il faut être disponible. Donc, c'est compliqué. Il faut pouvoir répondre aux besoins, mais en même temps faire autre chose. J'ai changé de poste, mais je réponds quand même aux sollicitations. Je réponds aux sollicitations. Je trouve un moment pour aider un jeune qui en a besoin. Donc il vient me voir, moi je dis ok, peut-être que tel jour je suis plus disponible à mon travail, tu viens et puis on fait le nécessaire. Donc j'ai toujours contact avec avec les autres conseillers en insertion, donc c'est avec plaisir que je les dirige. Donc on peut dire au final que ton parcours c'est plus une richesse d'avoir eu autant de professions. Oui. Et est-ce qu'on... Si tu voudrais donner un conseil à un jeune qui hésite à venir chercher à s'orienter, s'il veut s'orienter, il faut qu'il ait les armes pour pouvoir s'orienter. Il faut qu'il trouve le bon emploi. Parce que très souvent, un jeune qui a toujours fait un emploi, il arrive aussi... Enfin, un jeune qui a l'habitude de faire de l'espace vert, par exemple, il vient me voir parce qu'il veut trouver un emploi dans l'espace vert. Mais en y allant bien, on se rend compte que le jeune, il peut faire totalement autre chose. Et il découvre... un autre métier qu'il pourrait faire. Donc je conseillerais aux jeunes, s'il veut s'insérer, de voir un conseiller en insertion, d'organiser son parcours d'insertion pour avoir, s'il le faut, les bonnes formations pour pouvoir trouver le bon emploi. Parce que c'est pas parce qu'on sait faire telle chose que c'est forcément son emploi. Parce qu'il ne faut pas confondre, très souvent les personnes confondent prendre plaisir à quelque chose. Quelqu'un qui me dit « j'aime bien faire la cuisine, je veux être cuisinier ». Non. On aime faire la cuisine chez soi parce qu'on reçoit, mais peut-être que la cadence d'une grosse boîte, ça n'ira pas. Ou même de travailler tout le temps dedans, ça ne donne pas envie. Donc, il faut bien préparer son emploi. Donc, il est important de voir un conseiller, d'organiser son insertion professionnelle. Et de surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Il faut demander de l'aide, frapper aux portes, demander de l'aide. J'ai été heureuse de te recevoir pour cet moi, échange. c'est pareil. Je me sens à l'aise chez vous. Hein. C'est très bien.
Ce podcast a été en partenariat avec Madame Gaëlle Delin de JD Valor. Et avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Spotify. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast Moment.